Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-il vrai, prince, que vous avez dit un jour que la beauté sauverait le monde? Il l'a dit, oui, et même par 2 fois. Ce prince est le prince Mishkin, le héros des Idiots de Dostoïevski. Et dans le roman, c'est le jeune révolté, Hippolyte Terentiev, qui l'interroge ainsi sur la puissance salvatrice de l'émotion esthétique avant de se récrier. Et moi, je prétends que s'il a des idées aussi folâtres, c'est qu'il est amoureux. Il ne s'agit pourtant pas seulement de désir érotique ou de beauté physique, même si Dostoïevski a voulu, avec Mishkin, représenter un homme entièrement beau, ainsi qu'il l'écrivait à son ami Maïkov. Cette beauté ne pouvait renvoyer chez lui, dans l'intention métaphysique du romancier, qu'à celle suprême du Christ. Voici pourquoi la vision du monde du prince Mishkin n'est en rien une proclamation naïve ou béate. La beauté dont il se réclame désigne d'abord une morale chrétienne de la compassion. Or, dans un très bel article que Stéphane Todorov a consacré à cette question, cette compassion mène, en tout cas dans le roman, à l'échec. La dynamique même de ce roman de 1868 rend la catastrophe tragiquement inévitable puisque, je cite Todorov, la générosité inconditionnelle du prince finit par humilier les personnes auxquelles elle s'adresse. Alors évidemment, nous n'en sommes plus, mais alors vraiment plus du tout là. Plus dans ce monde de la souveraine humilité, jouant de ce qu'il y a de renversant dans l'aspiration chrétienne à un pouvoir qui, plus fort que la force, plus puissant même que la gloire, s'exalte de son indignité. On ne gouverne plus par le pouvoir de donner, on domine par la pulsion de prendre, de tout prendre au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Drill, baby, drill. Et alors, comment, dans ce monde-là, la beauté pourrait-elle sauver le monde? Je pense que vous en avez discuté entre vous après la semaine dernière où je m'arrêtais là. Comment, dans ce monde qui ne connaît plus que l'éloge de la force, cette phrase pourrait avoir encore un sens? D'ailleurs, Alexandre Solzhenitsyn en doutait, qui, dans son discours du prix Nobel publié en 1972 sous le titre « Le cri », disait ceci: « Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était que des mots. Comment était-ce possible? Quand donc, au cours de notre sanglante histoire, la beauté a-t-elle sauvé quiconque de quoi que ce soit? Ennoblé, ennobli, exalté, oui. Mais qui a été sauvé? Et pourtant, on aimerait tellement y croire. C'est trop laid pour durer, disions-nous à la fin. Le pouvoir injuste va finir par tomber dans le piège de la dorure. Et même si l'on sait que cela fait encore partie d'un système d'intimidation, de ne pas savoir s'il s'agit d'or massif ou de toc, de lard ou de cochon, on veut croire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'enlaidissement du pouvoir. C'est à cette idée que nous nous étions ultimement raccrochés la semaine dernière à la toute fin d'une leçon tourmentée par la vision, vous vous en souvenez, de la bascule du moment où un pouvoir ne se laisse plus contenir par rien. Un pouvoir qui se disloque au sens où il échappe à ces lieux de pouvoir qui sont autant de lieux communs ou de lieux de mémoire censés édifier moralement ceux qui les ont bâtis ou seulement en ont hérité, ceux en tout cas qui les occupent et savent en parler, ou plus exactement
qui se laissent parler par eux. Car, et cela Gilbert Dagron l'a montré magnifiquement, cette accumulation d'images, de souvenirs, de récits, de parcours met toujours le pouvoir à l'épreuve de sa propre tentation, qui est inévitablement celle de l'abus de pouvoir. Tel est son lieu, qui le teste, qui le contrôle, qui le prévient bien davantage qu'il ne l'exalte. Toujours à la recherche d'une définition du pouvoir ordonnateur des lieux, nous avions d'abord rappelé cette emprise du regard souverain dans la théologie politique dont Dostoïevski est très exactement l'héritier et qui assujettit ceux qui vivent la vie telle qu'on la mène au village, au pied du château, pour reprendre la formule de Walter Benjamin, formule d'autorité, obligeant à lever les yeux vers ce qui nous regarde. Mais c'est depuis le paradigme de ce lieu de pouvoir idéal typique qu'est le palais de Versailles de Louis XIV, analysé par Louis Marin, que nous avons surtout tenté de comprendre ce qu'on a appelé, avec le sémiologue de Port-Royal, de la rhétorique classique de la représentation, les formes d'appropriation monarchique-culturale, tel était le titre de la séance précédente. Si nous pouvons encore consentir à ce que le pouvoir s'exerce aujourd'hui encore depuis les anciens palais de la monarchie, ce qui n'est peut-être pas une si bonne idée que ça, mais enfin en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la nôtre. Si on peut y consentir encore, c'est parce que l'on attend d'eux qu'ils architecturent le prince, qu'ils lui intiment l'ordre de se tenir droit par cette violence douce de la persuasion architecturale qui est d'incorporation davantage que de contemplation, et cette question effectivement de réaffectation des traces du passé architectural au présent d'un discours politique, cette question de la persistance, parfois assumée, parfois pernicieuse, de l'efficace architecturale va nous occuper durant cette année de cours. D'où la panique qui parcourt le monde face à ce que l'on pourrait appeler l'accident trumpiste. Accident n'est pas à prendre ici dans son sens philosophique général, où il désigne un événement fortuit ou contingent qui n'affecte pas la substance des choses. Non, je l'entends ici au sens de Paul Virilio, penseur de l'architecture et de la vitesse, et de cette catastrophe civilisationnelle qui consiste à prendre de vitesse le réel, à le brusquer par une accélération du tempo politique où la vitesse détache brutalement l'exercice du pouvoir, du réel, des autres et de soi-même. Envers de la notion de progrès, l'accident généralisé était pour Paul Virilio une ressource pour penser l'architecture et pour la penser défensivement. Ressource plutôt que source, afin d'écrire à rebours l'histoire des lieux de pouvoir. Je cite Paul Virilio, « Il n'est plus possible de partir du commencement pour aller vers la fin, il faut partir de la fin pour aller vers le commencement. » Ça, c'est la ressource. La fin, ou la possibilité de la fin, se donne aujourd'hui en spectacle, mais où est le commencement ? Voilà pourquoi nous avons évoqué quelques scènes de cet affligeant spectacle de la profanation symbolique des lieux de pouvoir en dégageant l'analyse de quelques dynamiques d'ensemble, prédation, consommation d'espace, falsification de l'histoire même de ces lieux, fuite hors de leur emprise en allant occuper ailleurs, plus loin, hors de leur portée, des lieux autres qui portent l'horizon d'une utopique, c'est-à-dire d'un lieu délié de toute attache dans l'histoire. De là, on peut menacer le monde, prendre ses adversaires au piège d'un pouvoir sans limite, en étant soi-même délivré de cette rhétorique de la puissance qui, ordinairement, en règle l'exercice. Dans un livre fondamental, toujours de Louis Marin, qui s'appelle, 1975, « Le récit est un piège », Marin a décrit comme un effet de représentation cette question, effectivement, de la rhétorique. Tout part de cette scène originelle, qu'on pourrait dire pascalienne, de tout pouvoir, soit le conflit tragique de la force et de la justice.
La justice, on en parle interminablement, car au fond, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est juste et ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais la force, elle, on la reconnaît, on la subit, et elle n'a pas besoin de s'énoncer. Je cite Louis Marin, « Et voici le mythe fondateur. Un jour, la force, au lieu de frapper, a parlé. Au lieu de se faire craindre par sa nécessité même de faire la guerre pour s'assurer qu'elle était la plus forte, elle s'est investie dans les signes qui la désignent, elle s'est mise en représentation, elle a tenu discours, un discours qui répète seulement ceci, quelle est la justice et la vérité. Tel est le monde qui touche à sa fin aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, la force n'a plus besoin de dire quelle est la justice et la vérité. Un monde où la force est mise en puissance dans les signes du pouvoir s'éteint sous nos yeux. Un monde, on l'a dit dès la première séance, où les princes croyaient pouvoir se protéger eux-mêmes par la mise en beauté de leur cadre de vie et d'exercice. Alors comment penser à rebours de cette ressource architecturale ce qui pourrait être un commencement? Il y a dans les sciences sociales contemporaines bien des ressources théoriques, en somme, pour saisir cette efficace. On peut décrire la beauté architecturale avec Max Weber comme une routinisation du charisme. On peut la saisir comme la douce violence d'une incorporation de ce que Pierre Bourdieu appelait la majesté étatique. On peut la saisir comme un partage du sensible à la Jacques Rancière, dont le régime de visibilité discrimine ce qui est montrable et admirable de ce qui ne l'est pas. On peut aussi évoquer ces atmosphères de survie dont parle Peter Sloterdijk dans sa théorie des bulles souveraines, où la beauté enveloppe, climatise, protège le pouvoir. Cette logique immunitaire fait de la splendeur une barrière atmosphérique qui rend impossible, ou en tout cas impensable, la contestation. C'est d'ailleurs très exactement ce que comprend Dostoïevski en 1862, lors de sa visite au Palais de l'Exposition universelle de South Kensington, à Londres, encore plus grand que le Crystal Palace. La civilisation européenne est devenue un palais de cristal. Mais je voudrais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, me contenter d'un texte, ou d'un ensemble de textes, ou plutôt d'un auteur que je tiens non pas pour l'inventeur, mais en tout cas pour l'instance d'énonciation de cette croyance politique que la beauté peut sinon sauver le monde, tout le monde, notre monde commun, du moins celui des puissants, le protéger d'une atmosphère immunitaire qui viendrait d'une certaine manière désarmer par avance les envieux. Il s'agit de l'humaniste Leon Battista Alberti, qui, avec le De Re Edificatoria, a écrit en 1452 ce que Françoise Choët a appelé le texte instaurateur de l'urbanisme moderne, mais au-delà d'ailleurs de l'urbanisme, de l'idée qu'il y a une institution architecturale de la société qui conduit les conduites des hommes en façonnant leur cadre de vie. Nous sommes au début du 6e livre du traité qui s'intitule « Embellissement ». Les 5 premiers, c'était sur l'édification. Ensuite, il y a l'embellissement, dans lequel Alberti rappelle que l'architecte ne doit pas se contenter de protéger et de servir, mais d'émouvoir. Mais d'émouvoir parce qu'il doit protéger et servir. Il adapte, c'est bien connu, la fameuse triade vitruvienne firmitas, utilitas, venustas, en necessitas, commoditas, voluptas, mais au fond, la beauté d'un édifice le rend à la fois plus commode et plus durable, précisément parce que sa valeur d'usage va en garantir la pérennité. La beauté,
Qu'est-ce à dire? Contentons-nous, pour l'instant, de préciser qu'Alberti en définit d'emblée l'accès, ce qui est tout à fait remarquable, comme une capacité cognitive universelle au genre humain. Normalement, dans la plupart des civilisations, la civilisation grecque notamment, la beauté est un trait anthropologique particulier qui définit un groupe. On ne peut trouver, je cite Alberti, on ne peut trouver aucune personne si chagrine et bornée, si inculte et rustique, qu'elle ne soit profondément touchée par les très belles choses. C'est un optimisme anthropologique, sans quoi on ne comprend pas toute l'histoire que je vais raconter, qui est en fait l'histoire du Quattrocento, de l'humanisme de la Renaissance. C'est un optimisme anthropologique qui amène Alberti à cette formulation étonnante: si l'architecte doit travailler à l'embellissement du cadre de la vie princière, c'est pas seulement pour lui faire plaisir, c'est pas pour lui faciliter la vie, c'est pour la sauver en cas de danger, car, et voilà le passage crucial qui va m'arrêter aujourd'hui, la beauté obtiendra, même de la part d'ennemis acharnés, qu'ils modèrent leur courroux et consentent à la laisser inviolée. J'oserais donc dire qu'un ouvrage ne sera jamais mieux préservé de l'agression des hommes et conservé dans son intégrité que par la noblesse et la beauté de sa forme. Tout ton soin, il s'adresse au prince, ta diligence et ta gestion de la dépense, c'est un prince magnifiques, doivent contribuer à ce que les édifices que tu réalises ne soient pas seulement utiles et commodes, mais surtout si patiemment embellis et agréables que ceux qui les contemplent ne puissent regretter que pareille somme n'ait pas été dépensée ailleurs. Voilà donc l'énoncé qui nous arrête aujourd'hui. Parce qu'elle adresse à toutes et tous sa puissance émotive, d'apaisement, d'intimidation. La beauté serait donc proprement désarmante, c'est-à-dire qu'elle favoriserait par avance toute levée de toute velléité de contestation et de pouvoir, euphémisant la force en une douce violence, celle que provoque l'admiration, et donc, entendons qu'elle désamorce par avance toute possibilité de résistance, qu'elle maintient chacun dans l'enchantement de la domination, d'autant plus consentie qu'elle demeurera inaperçue. Voilà pour l'auteur du De Re Edificatoria, qui s'adresse ici à son prince et protecteur, ce que produit l'architecture, à l'encontre de l'idée robuste et naïve qu'on se fait de la propagande. L'architecture donne à voir pour que rien de ce qui la rend nécessaire ne soit réellement vu. On comprend pourquoi les architectes considèrent aujourd'hui Alberti comme leur héros fondateur, trouvent dans le De Re Edificatoria un miroir on ne peut plus flatteur de l'idée qu'ils se font de leur propre pratique professionnelle. Au fond, on ne sait pas si c'est vrai, mais ça nous arrange que la beauté d'un édifice puisse en garantir l'utilité aux yeux des puissants est assurément une bonne nouvelle pour qui doit passer son temps à tenter de les convaincre d'investir dans l'apparente gratuité d'un geste architectural marqué par le sceau de la création artistique. La théorie albertienne du fait d'édifier permet donc de convaincre les princes d'hier, comme les financeurs d'aujourd'hui, qu'ils ont, pour le dire avec Bourdieu, intérêt au désintéressement. Et d'ailleurs, dans son cours au Collège de France du 5 décembre 1991, publié plus tard en 2012 sous le titre « Sur l'État », Bourdieu commente cette formule en précisant « Je trouve qu'il est beaucoup plus rassurant que les hommes fassent des choses bien parce qu'ils y sont forcés. » Donc, qu'est-ce qui les forçait, au fond, à faire des choses belles et bonnes? Ou, pour le dire comme Richard Goldthwait, grand historien de la production et de la consommation de l'art dans l'Italie du XVIe siècle, c'est l'incipit de son livre, « Pourquoi
l'Italie a produit tant d'art à la Renaissance? Eh bien, l'énoncé albertien peut fournir une réponse. Moins d'ailleurs pour l'état de la Renaissance, en général, que pour une certaine consistance des états princiers de la seconde moitié du Quattrocento qui compenserait leur illégitimité par un surinvestissement mécénal. Ainsi pourrait-on comprendre en même temps la fragilité institutionnelle des sociétés politiques italiennes et leur inventivité culturelle, jusqu'au moment où ce fragile équilibre, bousculé par la Furia Française, se heurte à ce principe de réalité qu'on peut appeler machiavélien, enfin en tout cas qui a été si cruellement décrit par Machiavel dans L'Art de la guerre en 1521. Donc, c'est dans ce commencement du XVe siècle que s'arrime notre réflexion sur les lieux de pouvoir, et plus précisément même dans cette période 1440-1520, qui est pour moi comme mon arrière-pays d'historien, que je voudrais donc situer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, Leon Battista Alberti, 1404-1472, poète, érudit, théoricien du pouvoir et des arts, moraliste, auteur de satire littéraire, le Momus, j'y reviendrai, même d'un traité savant sur le décryptage des codes secrets, en un mot, humaniste. Alberti semble incarner ce rêve de l'homme universel propre au Quattrocento. Il est né Battista Alberti à Gênes en 1404. Il a pris ce second prénom, Léone, en hommage au lion de Saint-Marc, parce qu'il a passé la vie, une partie de son enfance à Venise, une enfance d'exilé, car il est issu d'une très grande famille de l'aristocratie florentine, l'une des plus anciennes, l'une des plus fortunées, qui s'enrichit dans la banque et donna 49 prieurs à la seigneurie, mais qui, à un moment donné, a pris le parti du popolo et fut, avec les Ricci, avec les Medici, compromis par le tumulte des Ciompi en 1378. Donc, lorsque la faction rivale des Albizzi reprend le pouvoir en 1381, elle instaure une très longue période de réaction oligarchique où toutes les familles, également très riches, plus riches qu'elles même, mais qui avaient pris au fond le parti du popolo, sont éliminées. C'est-à-dire en fait qu'elles sont exilées, puisque les Albizzi utilisent cette arme assez ordinaire de la vie politique florentine, qui s'appelle le bannissement, en manipulant les ordonnances de justice de la fin du XIIIe siècle, qui sont censées écarter du jeu politique les familles de Magna, c'est-à-dire celles qui sont touchées par la fama di potentia ou di grandilia, c'est-à-dire la réputation d'arrogance, de grandeur, tout ce qui effectivement rend le pouvoir trop visible et donc trop insupportable. Les Alberti en sont victimes à partir de 1393. Alors certaines branches de la famille parviennent à faire souche, c'est une famille de banquiers, donc ils ont des succursales évidemment à Venise et à Gênes, mais aussi à Londres et à Bruges. D'autres renégocient leur retour à la cité, pour reprendre le titre d'un beau livre de Christian Clapiche-Joubert qui a étudié ce phénomène, mais ce n'est pas le cas de Leon Battista Alberti, qui est lui-même, on pourrait dire, exilé dans sa propre famille d'exilés, parce qu'il est dans une branche cadette perdante, parce qu'il est fils naturel, et donc écarté de l'héritage de son père Lorenzo, qui, au fond, ne parvient à renégocier son retour à Florence que très tardivement, en 1428. Dans ses propos de table, ses entremets intercenales, Alberti convertit cette situation d'exilé en condition de la liberté intellectuelle, mettant en scène un peu crânement l'adieu
à la vie civile, faisant au fond de son exil un reproche, et entrant au fond, c'est comme ça qu'il se donne à voir et à admirer, dans la basilique pour y trouver refuge. Docti, doctos, servabunt, sierunt docti, les doctes sauveront les doctes s'ils sont doctes. Là encore, il faut y croire, cette rédemption par le savoir, et d'ailleurs, Alberti n'y croit qu'à moitié. Il le sait bien, il a fait des études très brillantes à Padoue, auprès du grand pédagogue cicéronien Gasparino Barzizza. Il a été formé aux deux droits à Bologne. Il a bénéficié du meilleur de l'éducation humaniste, mathématique, rhétorique, etc. Mais il ne sera jamais intégré au grand monde. Le grand monde culturel dont le chancelier Leonardo Bruni détient les clés, faisant de l'humanisme à la fois une culture de chancellerie, une culture technique, mais aussi une culture dominante. Alberti aura sa vie durant ce caillou dans la chaussure, en latin on appelle ça un scrupule, scrupula, qui le place toujours en contrebas de la culture dominante. Voilà pourquoi il entre dans la basilique, c'est-à-dire concrètement il prend les ordres mineurs en 1430, donc il intègre la curie romaine comme abréviateur des lettres apostoliques et s'attache au service de la papauté, suivant ensuite le pape Eugène IV de Rome à Florence, suivant aussi ses exils. Donc là encore, ça bouge beaucoup, et le voici donc condamné à cultiver l'art du placement. Sa vie durant, il s'est adapté avec souplesse aux attentes de publics variés et de pouvoirs concurrents. Il a donc travaillé à la fois pour le pape Pie II à Rome et pour son pire ennemi, Sigismondo Malatesta, à Rimini, au point que Cristoforo Landino, humaniste de la cour de Laurent le Magnifique à Florence, mais lui, ça lui est facile, parce qu'évidemment, il a une position stable, peut le comparer à un caméléon. Je cite, « Il prend toujours la couleur se trouvant dans la chose à propos de laquelle il écrit. » Alors, c'est pour cela, effectivement, qu'il entre dans la postérité comme, effectivement, cet homme universel qui est aussi l'homme à tout faire d'un Quattrocento écarté entre différents devenirs politiques. En 1860, Jacob Burckhardt, historien suisse, élève de Nietzsche, dans sa Civilisation de la Renaissance en Italie, qui a tant fait pour imposer cette idée d'un État considéré comme une œuvre d'art, en fait la préfiguration de Léonard de Vinci, de l'homme universel, aussi parce qu'il le décrit comme un funambule qui traverse son siècle pour recueillir des éloges. Je le cite, « Dès son enfance, il a excellé dans tout ce que les hommes applaudissent. On raconte de lui des tours de force prodigieux et d'adresse incroyable. On dit qu'il sautait à pieds joints par-dessus les épaules des gens, que dans le dôme, encore lui, il lançait une pièce d'argent jusqu'à la voûte de l'édifice, qu'il faisait frémir et trembler sous lui les chevaux les plus fougueux. » Bon, là, Alberti, s'il ne fait pas gaffe, il se retrouvera demain dans le cours d'Antoine Lilti sur les charlatans. En tout cas, c'est pour ça que les historiens n'ont pas vraiment pris au sérieux ce portrait de l'architecte en acrobate du public, de l'art de se faire applaudir, jusqu'au moment où ils comprirent que Jacob Burckhardt, en fait, démarquait un texte anonyme transmis dans seulement 3 manuscrits et intitulé « La vie de Leon Battista Alberti », écrite à la 3e personne sur le modèle de Diogène Laërce, des vies, doctrines et sentences des philosophes illustres. Et on sait maintenant que cette œuvre est écrite par Alberti lui-même. Dans les années 1442-1443, ce qui en fait quand même un apax littéraire, une des premières autobiographies d'artistes ou d'intellectuels, mais sur ce modèle enjoué
un peu bouffon du catalogue exemplaire de ses talents. Cet athlétisme de l'universel se ramène malgré tout toujours à un idéal de beauté. Il prenait un singulier et extraordinaire plaisir à contempler les choses dans lesquelles se trouvait un modèle de beauté ou d'ornement, lit-on par exemple dans la Vita. Et ornement, ornamentum, est évidemment un mot qui doit être pris ici au sérieux. Jean-Claude Beaune a montré notamment qu'il désignait dans l'art médiéval ce supplément de beauté qui accroît la valeur des choses. L'honor est appelé decus, désignant une beauté honorifique. Donc, orner une chose, c'est l'entourer d'une parure de sacralité qui est elle-même une armure, qui, là encore, protège de la prédation. Il existe sur ce point, sur la sacralité comme protectrice, des pages magnifiques de Georges Duby dans Guerriers et paysans. Et dans le dernier livre de Jean Nouvel, intitulé « Mes convictions », qui développe lui-même un idéal héroïque de l'art d'édifier assez albertien en somme, y compris dans ses acrobaties politiques, je lis par exemple un chapitre « Oser l'ornement », où il définit l'ornementation architecturale comme l'écriture du détail, ou plus intéressant peut-être, l'adjectif de la phrase architecturale, c'est-à-dire ce qui va exprimer la dénotation et la connotation. Et c'est pourquoi, effectivement, orner, embellir, c'est une manière, au fond, de communiquer une intention. Or, ce texte un peu fanfaron d'une auto-célébration triomphante qu'est la Vita d'Alberti doit être lu en parallèle avec un autre qui lui est strictement contemporain, mais se déploie sur une toute autre tonalité. On est toujours en 1443. Celui-là est rédigé en langue toscane et ce sont les entretiens sur la tranquillité de l'âme. Un long dialogue sur les moyens d'apaiser sa souffrance intérieure, reposant sur un certain nombre d'exercices dans lesquels s'éprouve l'espérance humaniste. Dans ces exercices, on notera d'ailleurs au passage que la prière ne tient aucun rôle, pas plus d'ailleurs que les remèdes stoïciens attendus. Évidemment, ça s'appelle entretien sur la tranquillité de l'âme, donc on attend, parce qu'on se fait de l'humanisme une idée, au fond, renaissante, c'est-à-dire de reprise de l'antique, on attend effectivement une référence à Sénèque, mais en réalité, ce qui est intéressant dans ce texte, ce qu'on doit retenir, c'est que, au fond, c'est la critique contre la superbe des stoïciens, leur majesté de paroles et de gestes avec une sévérité de sentence liée à quelques syllogismes. Et en bien des endroits, par exemple, de ce texte étonnant, Alberti affirme que la pensée antique ne lui est d'aucun secours. Et déjà d'ailleurs dans son traité De Familia, qui est rédigé en 1434, pour tenter, mais toujours en vain, de se réconcilier avec sa consorteria, il a l'audace d'affirmer que la notion romaine d'amitié n'a plus cours. Il faut prendre quand même la mesure de ce que l'on congédie au XVe siècle avec la pensée de l'amicicien. C'est-à-dire non seulement toute la tradition philosophique aristotélico-thomiste de l'Église, mais aussi son transfert politique dans l'idéologie communale. Donc c'est aussi un adieu à la cité. Et voilà donc Alberti qui, effectivement, cherchant le repos ou la consolation, lorsque le sommeil ne vient pas, quand me tourmentent et me tiennent éveillé les troubles de mon esprit, imagine, je cite, la construction de quelques machines inouïes capables de déplacer et de transporter, de poser et de placer des objets d'une masse incalculable. Bon, ok, là c'est un peu le fanfaron qui revient, mais projetant aussi la construction d'un très bel édifice, y disposant plusieurs colonnes d'ordre différents. Et on ne saurait dire plus nettement
que l'architecture est cosa mentale, et effectivement une projection de l'esprit, comme l'écrivait Vasari, écrivant la vie de Filippo Brunelleschi, et notamment lorsque il place face aux ruines de Rome. Brunelleschi ne s'abîme pas dans l'esthétique des décombres, il ne cherche pas à relever les ruines, pas plus à les dessiner qu'à les redresser, non, il fait autre chose des ruines, il voit, c'est un visionnaire, il voit Rome avant la destruction, Rome avant la chute. Il imagine Roma restaurata. Donc, au fond, Alberti a lui aussi la vision d'une architecture proprement renaissante, et ce faisant, le voilà qui s'empare de la vertu souveraine de rêver l'architecture. Souveraine parce que c'est le privilège des rois. C'est ainsi que Christine de Pisan, dans l'Advision Christine, brosse le portrait onirique du roi de France Charles V, premier concepteur de ces palais imaginés. Je signale d'ailleurs au passage que François Foronda, avec qui j'avais justement organisé voici 2 ans le séminaire sur les rêves politiques, eh bien, traitera cette année dans son séminaire à Paris des palais imaginés. Mais ce que l'on doit comprendre dans ce rêve d'Alberti, c'est aussi la persistance de ce que Marie Carruthers a appelé la machina memorialis, c'est-à-dire cette architecture cognitive d'une fabrique de pensée consistant à créer des images mentales que l'on range ensuite dans des lieux de mémoire. De nombreux traités monastiques décrivent cette mnémotechnique. Elle a des origines romaines, c'est quintilien, mais elle a aussi une traduction théologique. C'est le grand théologien dominicain Albert le Grand qui définit vers 1246 cette mémoire localisante, le lieu, est quelque chose que l'âme elle-même fabrique afin de pouvoir localiser des images. Ainsi, et ça c'est fondamental effectivement pour comprendre ce que fait Alberti quand il fait ce qu'il fait, et je cite cette fois-ci l'historienne Marie Carruthers, la fonction des bâtiments n'est pas au premier chef commémorative ou symbolique, elle est d'agir comme des machines qui canalisent et concentrent la puissance agitée de cette roue toujours en action qu'est l'esprit humain. Est-ce donc cela que nous décrivons depuis le début de ces leçons sur les lieux de pouvoir, c'est-à-dire une tempête sous un crâne? En tout cas, dans ses entretiens sur la tranquillité de l'âme, Alberti l'affirme, rien ne le soulage davantage que les mathématiques, lui qui a tiré ses rudiments des Pictura, et voilà une allusion à son traité fondamental vers lequel nous nous acheminons. Mais pour l'heure, et puisque nous avons parlé de cette capacité qu'a l'esprit humain de faire image de souvenirs placés dans des lieux, voici comment commence le livre, justement, les entretiens sur la tranquillité de l'âme, encore une fois dans une cathédrale, cette fois-ci à Santa Maria del Fiore à Florence. J'aime voir dans cet édifice la rencontre d'une finesse délicate avec une masse robuste et pleine, si bien que, d'une part, chacun de ces éléments semble conçu pour plaire, et que, d'autre part, chaque chose m'apparaît ici faite et fondée pour durer sans fin. En outre, ici, règne en permanence la douceur, peut-on dire, du printemps. Dehors, vent, gel, givre, etc. On retrouve là, étrangement, cette bulle souveraine dont Peter Sloterdijk disait qu'elle climatisait le pouvoir en l'enveloppant d'une atmosphère de beauté. Et lorsqu'on lit, évidemment, les témoignages sur la consécration de Santa Maria del Fiore et de la coupole de Brunelleschi le 25 mars 1436, on se rend bien compte que cette atmosphère était aussi liturgique, musicale, faisant de ce lieu d'identification du pouvoir civique à Florence une réverbération de l'architecture du temple à Jérusalem, l'exaltation aussi de son harmonie mathématisée, étant alors indissociable de la gloire de l'architecte. Or, 7 ans plus tard, en 1444, le nom même de Brunelleschi a disparu du texte d'Alberti.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont un peu engueulés sans doute parce que Alberti s'est un peu quand même approprié dans le De Pictura 1436, l'année justement de la consécration, l'invention de la construction perspective, mais c'est de ce point-là, effectivement, qu'il faut repartir. Donc, De Pictura, je rappelle, 1436, alors là, cette fois-ci, le texte, il est écrit deux fois, dans deux langues. Il est écrit en latin et il est écrit en italien. Il est écrit en latin pour un prince qui porte l'espoir des humanistes, Gian Francesco Gonzaga, et il est écrit en italien pour les hommes de l'art, pour les artisans, et c'est à Filippo Brunelleschi qu'il est à ce moment-là dédié. C'est-à-dire qu'en fait, de part et d'autre de la diglossie médiévale, Alberti exprime ce que c'est qu'un rapport mécénal. Et tout, effectivement, est dans on va y revenir, la question du dialogue politique. C'est un discours méthodologique bien plus qu'un traité technique et qui expose donc les principes de la perspective picturale telle qu'on l'a pratiquait dans les années 1430-1460, et c'est là où effectivement Alberti dit « je parle comme un peintre ». C'est-à-dire, il n'est pas peintre lui-même, mais il se met du point de vue des producteurs de formes. Ainsi, laissant le reste de côté, je ne mentionnerai que ce que je fais quand je peins. D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand qu'il me plaît, qui est, pour moi, en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. La phrase célèbre, souvent mal comprise, elle parle de la finestra albertienne, non comme une fenêtre ouverte sur le monde, mais sur l'histoire, la storia. On borde effectivement le lieu dans lequel effectivement a lieu l'histoire. Le peintre, imitateur de la nature, ne doit pas laisser passer toute la réalité visible par la fenêtre que forme le cadre de sa construction visuelle, mais au contraire discriminer le réel. Et donc, c'est ça, les lois de la perspective, réglées, disciplinées, parce que Alberti appelle les ministres du voir, c'est-à-dire à la fois les lignes perspectives et les couleurs, puisque les couleurs, les pigments, entre les couleurs existe une certaine amitié en vertu de laquelle, une fois jointes, l'une augmente chez l'autre la grâce. Il y a donc en fait une lecture de bout en bout politique qu'on peut faire de ce texte que Daniel Arras avait envisagé à la fin de sa vie, qu'il n'a pas pu développer, qu'il a de manière accélérée et fiévreuse dit en quelques pages dans ses histoires de peinture, et qui en fait resserre ce qu'on appelle les beaux-arts, c'est-à-dire le De Statua 1462-1464, le De Pictura 1436 et le De Re Edificatoria, le traité d'architecture, effectivement, tous ces arts visuels comme autant de discours politiques sur l'agencement harmonieux des sociétés. Voilà. Sur ce que c'est effectivement que la représentation d'une peinture qui acquiert cet exorbitant privilège au fond de devenir quasi divine, dit Alberti, puisqu'elle fait advenir la storia, et dès lors le peintre devient presque semblable à Dieu, et la voie est tracée pour que la sacralité attachée au culte des images se déplace vers la culture de l'art en lui-même, c'est-à-dire, pour le dire comme Hans Belting, la présence de l'œuvre se substitue à la présence dans l'œuvre. Et dès lors, et c'est là où intervient la beauté, la peinture n'a plus d'autre valeur que celle de la délectation qu'elle procure, son efficacité et dans sa capacité rhétorique à capturer les émotions, je cite Alberti, «
retenir un peu plus d'un instant les yeux d'un spectateur, savant ou ignorant, par un certain plaisir en un mouvement de l'âme. Tout cela, si c'est cadré, tout cela étant écrit, décrit, contre le foisonnement de la peinture gothique des cours princières qui égare l'œil, trompe le discernement, et par la démesure et par le foisonnement, Alberti ne dit pas le foisonnement, il dit le tumulte des détails. Et quand on sait effectivement de quelle menace, tumulte, gronde, en particulier pour sa famille, qui en a été quand même les victimes du tumulte des Ciompi, eh bien on voit bien comment cet espace pictural ou architectural est d'abord un espace politique qu'on doit agencer et qu'on doit surtout protéger par la modération, par la persuasion, comme un espace commun de récits unifiés, protégé contre, effectivement, la démesure du pouvoir. Là, il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre dramatiquement civilisationnel. Et comme l'a bien montré, contre la violence, en fait, contre la violence de la démesure. Ainsi, comme l'a montré Pierre Caille, le concept de Macerizia circule-t-il entre le De Familia et le De Re Edificatoria, c'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on lit, assez peu en fait d'Alberti, qui sont ces œuvres d'édification morale, eh bien elles règlent, elles ordonnent en fait sa pensée de l'architecture. Si je reviens par exemple un instant dans la Vita, sur la Vita d'Alberti, eh bien, elle se termine sur le modèle effectivement de Diogène Laërce par des sentences, des bons mots. J'en retiens deux qui concernent notre propos. Regardant la demeure d'un ambitieux, gonflée comme elle est, dit-il, cette maison va bientôt expulser son propriétaire, ce qui advient en effet, car de fait, des dettes contractées pour cette maison même, le très riche maître s'en fut en exil. Donc la maison trop grosse, trop riche, trop superbe, qui d'une certaine manière expulse son propriétaire, c'est-à-dire qui va au fond à l'encontre d'un discours de persuasion. Un autre, il conseillait de fuir la proximité de la demeure d'un homme très riche et très prospère, car, avait-il coutume de dire, c'est lui qui parle de lui, quand les vases sont remplis à ras-bord, tout déborde. Et là, on voit bien son obsession. Le De Re Edificatoria de Leon Battista Alberti, c'est bien un livre politique et pas seulement un traité pratique. Il lui a d'ailleurs donné ce titre énigmatique, De Re Edificatoria, Edificatorius, ça veut dire du fait de l'art de bâtir. On pourrait toujours avec Bourdieu le traduire par ce que bâtir veut dire, c'est-à-dire quelle est au fond la connotation architecturale, politique de l'art architectural. Qu'est-ce qui, au fond, dans le faste, dans l'ornementation excessive, s'oppose à l'hubris de ce qu'il appelle un désir déréglé, d'édifier, et réclame, je le cite toujours, la plus sévère retenue dans l'ornementation des édifices privés. Surtout, évidemment, et c'est là qui est intéressant, c'est qu'il énonce ses préférences. Ces préférences, elles valent aussi code de déontologie. Alberti concède à l'architecte le droit de proposer ses services à des pouvoirs autoritaires et tyranniques. C'est pour ça que Jean Nouvel l'aime bien aussi, Alberti. On a le droit. On a le droit, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est faire un palais urbain pour un tyran. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la connotation. Il ne faut pas tricher avec la sémantique des lieux de pouvoir. Et ça, c'est évidemment, on va y revenir, parce que c'est le cœur de la démonstration, cette pragmatique de l'énoncé architectural qui a inspiré toute la théorie contemporaine, à commencer par Louis Sullivan et l'école de Chicago. Eh bien, c'est évidemment quelque chose de passionnant, impossible à tenir.
Impossible à tenir parce que Alberti lui-même, il a travaillé pour Sigismondo Malatesta à Rimini parce qu'il avait envie de faire des choses grandes, c'est-à-dire en fait libérer de cette retenue qui l'empêchait à Florence de faire ou même à Rome, de faire ce qu'il rêvait peut-être de faire. Mais la connotation architecturale d'un édifice, elle ne se décide pas par avance, elle se construit en situation dans une guérilla d'interprétation. C'est ça, effectivement, qu'à partir de la semaine prochaine, on va essayer de voir comment, effectivement, le sens politique des lieux de pouvoir se construit et se déconstruit en situation à la faveur des discours politiques que suscitent ces édifices qui sont précipités par eux, qui les enrobent, qui se substituent parfois à eux. Un seul exemple pour l'évoquer, l'église San Francesco de Rimini, justement, que Sigismondo Malatesta tenta au milieu des années dans les années 450 de transformer en mausolée dynastique. Il le fait avec un certain éclat, un fracas, même esthétique, une volonté de surprendre, d'innover. Donc on est bien effectivement dans l'art d'avant-garde princier. Peut-être, je l'ai dit, avec l'implication d'Alberti dans le projet, c'est discuté, et pour des raisons effectivement politiques. Mais un ambassadeur milanais à la cour de Naples explicite fort bien, au fond, les préventions de la société politique du Quattrocento en prévenant son maître, le roi de Naples, donc lui qui n'a pas de problème de légitimité, en le prévenant des ambitions culturelles de ces princes à la tête de ces petits États à la légitimité fragile. Questi signori di Romagna sono come signori dipinti. Ces seigneurs sont comme des seigneurs peints. Ça ne veut pas dire des tigres de papier. Ça veut dire en fait qu'ils sont tout entiers dans l'effet de leur représentation et que c'est là leur vulnérabilité parce qu'ils sont au fond à la merci du premier commentaire venu. Et d'ailleurs, c'est Pie II qui, écrivant ces commentaires contre Malatesta, notamment l'ennemi de l'Église, à partir du moment où il dit cette Église n'est pas une église mais un temple, et l'appelle Tempio Malestiano, c'est terminé. C'est terminé, parce qu'il devient, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Tempio Malatestiano. Donc, le De Re Edificatoria, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il enregistre une grammaire de l'édification qui amènera effectivement le prince à édifier plutôt un palais urbain ou plutôt une citadelle en fonction effectivement de la connotation qu'il veut mettre en œuvre. Et au fond, Alberti, on dit souvent c'est le traducteur de Vitruve, mais il traduit au sens où il a d'ailleurs lui-même rédigé une grammatichetta, c'est-à-dire la première grammaire en langue vulgaire, où il relève des usages, des principes qui consistent à rendre la langue compréhensible. Et c'est ainsi que se saisit le parallèle entre la langue et l'architecture. Et c'est pour cela qu'on comprend mieux pourquoi Cristoforo Landino, toujours lui, affirme qu'Alberti est celui qui a le plus fait pour enrichir notre langue, c'est-à-dire la langue toscane. Parce que le De Re Edificatoria enregistre la grammaire du langage architectural qui avait cours dans l'Italie du Quattrocento. Or, ce langage, pour être efficace, doit être comme la langue vernaculaire, comprise par tout le monde. Et c'est pour cela, effectivement, que son optimisme anthropologique sur une beauté qui s'adresse à tous, eh bien, le rend, au fond,
nous rend compréhensible cette question de la disponibilité de la beauté. On peut s'en étonner et se demander, je le cite, pourquoi la nature nous fait immédiatement sentir à tous, ignorants comme savants, ce qu'il y a de juste ou de vicieux dans la conception des choses et dans leur exécution, en particulier dans ces questions où le sens de la vue l'emporte en acuité sur tous les autres. Or, puisque cette beauté est un équilibre, est une mesure. Dans le De Statua, il dit même c'est une moyenne. Pour faire une statue, allez me chercher les 5 plus beaux hommes de la ville, et puis avec ces 5-là, j'en ferai un de vraiment, vraiment très beau. Une moyenne qui, au fond, est une harmonie réglée par une juste proportion, à telle enseigne, précise Alberti quelques lignes après le passage clé, sur la beauté, la mise en beauté du pouvoir qui est une mise en protection, à telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, retranché ou changé sans le rendre moins digne d'approbation. Alors, cette aspiration à la beauté est une disposition universelle à ce qu'on pourrait appeler avec Orwell la décence commune. Voilà pourquoi elle peut être un rempart contre cette tendance du pouvoir à en faire toujours trop, à en mettre plein les yeux, afin que plus rien ne soit donné à voir. Elle est une morale de la retenue, et c'est parce qu'elle retient la violence intrinsèque du pouvoir à s'abîmer dans la contemplation de ses propres charmes qu'elle peut retenir la colère de ceux qui prétendent s'y opposer. On viendrait donc, voyez, de prendre la mesure de la radicalité de la proposition albertienne. Entendons-la à nouveau, la beauté obtiendra, même de la part d'ennemis acharnés, qu'ils modèrent leur courroux et consentent à la laisser inviolée. L'architecture aurait donc le pouvoir de rendre les choses inviolables. L'architecture, ou plutôt l'architecte, qui endosse ici un rôle proprement religieux, d'opérateur de sacralisation par l'ornementation, par le fait même que ses mains distribuent la beauté, ce qui a d'ailleurs pour conséquence de surdéterminer toute atteinte iconoclaste à la mise en beauté de la demeure du prince en sacrilège. Si on comprend bien combien une telle idée peut être consolante pour les architectes, pour leurs commanditaires, évidemment, les historiennes et les historiens sont bien obligés d'endosser leur habit ordinaire de trouble fête en disant « Ok, mais tout dans l'histoire longue de l'iconoclasme politique vient contredire cette espérance. » Car, évidemment, je l'ai dit, le principe de réalité, c'est Machiavel qui l'énonce cruellement dans L'Art de la guerre en 1521. C'est pour ça que l'histoire se termine là, en tout cas celle que j'énonce. Avant de goûter, ça c'est la phrase de L'Art de la guerre, avant de goûter les coups des guerres venues d'outremont, nos princes italiens pensaient qu'il leur suffisait d'imaginer dans leur cabinet une brillante réponse, d'écrire une belle lettre, de montrer dans leurs propos de la subtilité et de l'à-propos, de savoir ourdir une ruse, de s'orner d'or et de joyaux, de dormir et de manger plus richement que les autres, de s'entourer de débauches, de se comporter avaricieusement ou orgueilleusement avec leurs sujets, de pourrir dans l'oisiveté, de ne donner les commandements que par faveur, de mépriser quiconque leur aurait indiqué une voie digne de louange, de vouloir que leurs paroles soient considérées comme autant d'oracles. Les pauvres. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils se préparaient à être la proie de quiconque les attaquerait. D'où provinrent, en 1494, de grandes frayeurs, de soudaines fuites et d'étonnants désastres. Jouant d'un effet de raccourci saisissant, l'ironie Machiavel ici est comme un mordant pour la gravure, c'est-à-dire qu'elle elle fait saillir
ce qu'il y a effectivement de plus coupant dans le discours d'apparat, dans cette rhétorique de la puissance, de faste d'environnement. Cette amertume implacable agit ici comme un corrosif et, au fond, nous rappelle que on ne peut pas ignorer que la beauté attise aussi parfois la colère qu'elle ne saurait prévenir. Mais, et je voudrais en terminer par là, nous n'avons pas besoin de Machiavel pour apporter la contradiction à Alberti. Il se la porte très bien lui-même. Car au moment même où il commence à rédiger son De Re Edificatoria en 1444, donc, il écrit un autre texte, resté longtemps méconnu et fascinant, les tribulations romanesques d'un personnage, Momus, qui se présente lui-même comme un architecte en méchanceté. Il faut donc lire en même temps les traités d'édification albertiens et cette pars destruens, cette part nocturne de destruction qui ne laisse littéralement rien debout, ni valeur, ni principe, ni idéaux, et par laquelle l'humanisme produit sa propre critique, ou, pour le dire avec Philippe Guérin, le lieu où se déploie sa contestation par lui-même. Lorsqu'il engage l'écriture de cette fable philosophique, le Momus, Leon Battista Alberti a des raisons personnelles d'éprouver quelques désillusions politiques. Son De Familia, je l'ai dit, n'a pas eu le succès qu'il espérait à Florence, et de retour à Rome, il peine à se faire entendre par le pape Nicolas V, et au fond, d'une certaine manière, il n'a pas réussi non plus à son entrée dans le cercle des artistes. S'il ne cesse de reprendre son texte jusqu'à sa mort, il ne le publie pas et le Momus ne sera imprimé de manière posthume qu'en 1520 par le libraire romain d'origine lorraine Étienne Guillery, avec comme sous-titre le De Principe. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, dans les années 1520, ça le met dans la veine de tous ces traités. Machiavel, il y en a plein d'autres, décapants, qui viennent briser les miroirs du prince. En fait, le Momus n'est pas un texte sur le prince, c'est un texte sur l'homme. Il a une portée politique proprement humaniste dans sa capacité à s'apparenter à un jeu de massacre des idéaux humanistes, un discours anti-métaphysique qui ramène la politique sur terre. Et c'est avec lui aussi qu'on va maintenant aborder ce Quattrocento tellement plus intéressant quand on ne le réduit pas au musée des belles choses. Reste que, évidemment, cette forme littéraire qui l'apparente au roman, un roman gréco-latin sans doute, Pétrone, l'âne d'or, les histoires vraies de Lucien de Samosate, mais peut-être roman philosophique aussi qui, comme le rappelle Milan Kundera, consiste à explorer le champ des possibilités humaines, tout ce que l'homme peut devenir, tout ce dont il est capable. Voilà, au fond, pourquoi le récit du Momus cadre si mal avec une historia albertienne. Littéralement, elle ne tient pas en place, elle déborde de la finestra, elle se diffracte en une nuée d'histoire, s'incarne dans l'éloge de l'instabilité de ce personnage errant qu'est le Momus, qu'on peine héros, on peine à traduire en vagabond ou en clochard, mais qui ne cesse de passer du monde des dieux à celui des hommes. Tout le drame vient du fait que Jupiter ne se satisfait plus de la beauté du monde et veut l'améliorer. Momus va et vient entre la terre et les enfers pour y imposer les tribulations de la laideur. C'est un jeu de massacre qui laisse l'homme sans feu ni lieu. Mais comme le suggère Pierre Caille, encore lui, c'est peut-être à la lumière de cette défondation de l'homme que doit être lu le De Re Edificatoria. L'architecte est libéré
de son rôle de fondateur de l'ordre politique, il est libéré des métamorphoses, cette malédiction albertienne du caméléon, mais autour de lui, tout s'est écroulé. On songe alors au groupe Forensic Architecture et à son formidable travail de documentation des destructions de guerre à Gaza et ailleurs. Dans son manifeste « La vérité en ruine », son fondateur, Eyal Weizmann, définit l'architecture forensique non comme l'art de construire des bâtiments, mais comme celui de faire parler les bâtiments détruits afin de rétablir des vérités menacées. Et dans la dernière scène sur laquelle je vous laisse, Jupiter est seul, totalement groggy, il s'est pété le nez, il s'est cassé le nez littéralement sur son pitoyable échec de Reconductio Mundi. Il gémit, mais maintenant que faire? Et puis surtout, qu'est-ce qui m'a pris? Alors, il se réinstalle dans son décor. Il a perdu la puissance des métamorphoses et des refondations, au moins lui reste-t-il l'ornatus du décor. Les bancs, les tentures, tout est en désordre. Je sais ce que je vais faire, ranger cette salle qui est un vrai fouillis. C'est alors qu'il tombe sur un opuscule que lui avait laissé Momus au début du récit. Il le lit. Tout était là et il ne l'avait pas vu. Tous les préceptes en forme d'avertissement politique à lui seul adressés et qu'il découvre trop tard. Un prince bien formé à son rôle doit éviter aussi bien de ne rien faire que de tout faire, d'agir seul comme d'agir avec tous. Il doit veiller à ce qu'un seul n'ait pas tous les biens et tout le pouvoir et le plus grand nombre rien. Il doit faire du bien aux bons, même malgré eux, mais ne rien faire de mal aux méchants qu'à contre-cœur, etc. Il se dit, ah mince, c'est pas mal ça. C'est Momus qui m'avait donné ça et j'ai pas vu. Je l'avais rangé dans une bibliothèque et je ne savais plus où il était. Et maintenant, plutôt que de partir dans le décor, c'est ainsi qu'on dit quand on a un accident, pourquoi ne pas remettre de l'ordre dans le décor du pouvoir, réfléchir à son exercice, faire confiance au lieu? Tout cela, je l'ai lu dans un petit livre, le Momus, mais je ne me souviens plus lequel, alors je vais ranger ma chambre et je reviens la semaine prochaine.